Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau. Notre rencontre, c'est une conversation en direct avec notre invité jusqu'à 13h30. Ce midi, il est réalisateur. Il y a 10 ans, son premier long métrage réunissait ses deux passions d'adolescence, le tennis et le cinéma, avec l'idée de porter à l'écran ce monde du sport qui l'avait tant marqué. Aujourd'hui, il continue de s'intéresser au réel, mais s'amuse encore plus à s'en détacher, en jouant avec les genres de la fiction, en questionnant notre société et la morale qui maintient les individus dans le droit chemin. Mais jusqu'à quand? Ce point de basculement, notamment, est à l'origine de son 4e long métrage. Il sort aujourd'hui en salle et s'intitule Borgo. Stéphane de Moustier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. On va reparler évidemment de l'intrigue de ce nouveau film, de ce point de basculement. Avec un titre pareil, évidemment, c'est inévitable. Vous nous emmenez en Corse. Est-ce que d'abord, l'idée de faire un film en Corse, c'est ce qui vous a motivé pour ce 4e film? C'était un élément important. Je voulais faire le portrait d'une femme qui joue dans le film par Afia Herzi, mais cette histoire avait une résonance particulière en se situant en Corse. Et j'avais, moi, envie de faire un film en Corse. Un jour, je ne savais pas lequel. Et là, j'avais une porte d'entrée idéale, puisque personnage vient de région parisienne et débarque sur l'île et elle essaie d'y trouver sa place. Et donc moi, j'avais une porte d'entrée, je pouvais avec elle me plonger dans ce monde que je connais pas ou que je connais un peu, en tout cas que je connais comme un continental qui va parfois en vacances en Corse. Donc cette île, elle exerce sur moi une fascination, une attirance. J'aime l'image de carte postale qu'on connaît tous de la Corse, mais j'avais envie aussi de la découvrir sous un autre jour et ce film était l'occasion de le faire. Alors la première porte d'entrée, vous l'avez dit, c'est ce personnage qui est inspiré d'un fait divers, celui de l'assassinat de 2 pontes du banditisme devant l'aéroport de Bastia en décembre 2017. Il y a, là encore, je parlais du réel, de la fiction qui est rattrapée par la réalité, puisque le procès de cette affaire va se tenir dans quelques mois, évidemment. Vous êtes rattrapé par la réalité, ça perturbe un peu la sortie du film. Quelles sont les réactions à ce sujet-là? Ça peut effectivement créer quelques crispations, mais moi, ce que je dis et que je répète, c'est que ce film est avant tout et essentiellement et même exclusivement une fiction. C'est-à-dire que les personnages sont 100% fictifs, totalement inventés. Ils ont aucun rapport avec le fait divers. Moi, j'ai pas ce fait divers. Évidemment, il m'a interpellé. J'ai découvert dans l'article de presse d'Ariane Chemin et Pascal Albertini dans Le Monde. Il m'a interpellé, mais il a agi comme un déclencheur, et uniquement comme un déclencheur. À partir de là, je l'oublie, je n'enquête jamais sur le fait divers. En revanche, là où vous avez raison, c'est que j'enquête sur le réel. C'est-à-dire que, oui, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait la Corse. J'ai essayé de rencontrer des gens, de discuter avec eux, les écouter. Et puis, comment fonctionne cette prison aussi, qui est très singulière, la prison de Borgo, qu'on a transposée dans le film. Et ce réel, il sous-tend pleinement le film, mais dans un cadre et dans une histoire 100% fictionnelle. Et ça, je le dis et je le répète. Alors on va se plonger évidemment dans l'île de Beauté, dans ce milieu pénitentiaire et dans votre 4e long métrage Borgo. C'est un règlement de compte. C'est une bande de Corse qu'on veut à une autre bande de Corse. Poum, poum. Ils continuent à s'entretuer, ça vous fera des vacances. Je vous présente à votre nouvelle surveillante. Bonjour. Salut. Bateau. Oh Pietri, ça va? Ça va. Vous savez ce qu'on dit sur l'unité 2? Et aux Salines, ça va? Comment tu sais que j'habite aux Salines? On dit que c'est les détenus qui surveillent les gardiens et non l'inverse. Je sais que j'ai des yeux. Je vois bien qu'il y a un problème. Bon, Maton, maintenant que je vais partir, ton voisin, il a reçu le message ou pas? Moi, je n'ai pas de problème avec vous, vous savez. Je comprends toujours pas. C'est la dernière fois que je te le dis. Ouais, t'inquiète pas, hein. D'accord, c'est petit. Si on doit se croiser, on se croisera. Et ton mari, il est content, il a trouvé un stage. Et au fait, j'ai besoin d'un renseignement. J'aurais besoin de connaître la date de la prochaine permission de Rose. Le jour où il sort. Est-ce que vous aimez votre travail? Parfois c'est dur, parfois je fatigue. Et vous êtes proche de vos détenus? Alors c'est toi la matonne? Oui. Et vous voyez certains détenus en dehors du travail? Vous m'avez suivi? Oh, on t'a suivi. Elle est petite, Lila.
La bande-annonce de ce 4e long métrage, Stéphane de Moustier, Borgo, qui sort en salle aujourd'hui avec Moussa Mansali, Louis Mény, Florence Loirecaille et Afsia Herzi. Afsia Herzi, c'est elle, c'est la matonne, celle surveillante pénitentiaire qui vient donc s'installer en Corse avec ses enfants, son mari, à l'occasion d'un nouveau départ et qui rejoint ce fameux centre pénitentiaire de Borgo, dont on va comprendre le fonctionnement particulier. Hein. On l'entend dans la bande-annonce, ce sont les prisonniers qui surveillent les gardiens. Et elle va nouer ce lien avec ce jeune détenu qu'on entend, Saveriou, qui va l'aider à s'intégrer dans l'île, elle et son mari aussi, victime de racisme, en échange d'un service qui va ensuite l'amener à se retrouver effectivement impliqué dans ce règlement de compte. Film sur la Corse, ça vous l'avez dit, mais surtout ce portrait de femme, ce portrait de Mélissa, qui reste très mystérieuse. On apprend des choses au fur et à mesure du film, mais on a du mal à déceler vraiment qui est ce personnage. Ouais, moi, ce personnage m'intéressait parce qu'il est mystérieux et que je voulais explorer ce mystère sans forcément l'épuiser d'ailleurs, mais j'aime bien que ce personnage ait des ressources qu'on soupçonnait pas forcément. Elle est surveillante pénitentiaire, donc c'est aussi un film social sur quelqu'un qui exerce un métier qui est un métier de l'ombre, un métier qui est déconsidéré, rarement représenté. Mais je voulais jamais que le film la regarde de haut. Et voilà. Et il s'agissait de la comprendre, de comprendre ses raisons sans lui donner raison. Il s'agissait de ne pas la juger, mais de pas être complaisant non plus. Donc je voulais qu'elle prenne son espace et la montrer aussi dans sa complexité. En fait, ce qui vous dites qu'elle est mystérieuse, c'est vrai. Elle est surtout, je pense, complexe. En fait, on l'est tous. Donc elle est traversée par des sentiments qui sont contradictoires. Et c'est ce qui fait que je pense que vous parlez de basculement. Moi, je parlerais plus volontiers même d'un glissement. Je pense que les raisons pour lesquelles elle va glisser, elles sont multiples. Et j'ai essayé de faire en sorte que le spectateur, selon sa sensibilité, selon la manière dont tu vas recevoir le film, il puisse investir plus ou moins telle ou telle raison. Et pour ça, il fallait qu'on ait un personnage riche et Afsia Herzi, elle offre ça. Qu'est-ce qu'elle permet justement à Afsia Herzi dans son jeu, dans ses qualités d'actrice aussi? Elle a ce truc étonnant, c'est qu'elle est à la fois totalement plongée dans le réel, elle a un truc de vérité qui est extrêmement puissant, et en même temps, elle est aussi très aérienne, elle a quelque chose de presque somnambulique que j'aime beaucoup, peut-être une mélancolie, ou en tout cas quelque chose d'aérien. Et cet écart, il est surprenant, et il fait que... oui, elle nous étonne et que moi je me lasse pas de l'observer, de la contempler. Et voilà, elle a ça en elle. Et alors, je ne sais pas si c'est le personnage ou si c'est véritablement elle aussi, mais il y a ce jeu qui est très remarquable, où cette idée d'enfermement qu'elle vit effectivement. Alors c'est l'enfermement, il est à plusieurs niveaux dans votre film. L'île est de fait un endroit clos. Il y a l'enfermement de la prison, ça c'est un symbole qui est évident, cette micro-société qui fonctionne. Et puis l'enfermement aussi dans sa cellule familiale, puisque il y a deux Mélissa dans ce film. Il y a celle qui est effectivement dans son côté ville, si je puis dire, dans sa famille, avec son mari, avec ses enfants. Et puis il y a celle qui se révèle presque quand elle prend l'uniforme de matonne. Ouais, ça arrive parfois, on connaît quelqu'un et puis on croit le connaître et on découvre une autre personne quand on le voit au travail, ou inversement si on le connaît par le travail. Et donc ça existe, cette dualité-là. Après, moi, j'ai évidemment joué avec ça. Ça m'intéressait de montrer que finalement le régime d'enfermement, il est plus prégnant quand elle est en dehors de la prison que quand elle est au sein de la prison. Parce que c'est une île, vous l'avez dit. On l'entend dans la bande-annonce, ici tout se sait. Les gens s'observent en permanence. Mais moi, dans ma manière de filmer, il y avait cette idée-là aussi, c'était de constater que elle se heurte à plus de barrières quand elle est dans sa sphère intime que quand elle est paradoxalement au travail dans cette prison. Et on a filmé la prison de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus liée, puisque une fois qu'elle comprend comment fonctionne cette prison, qui au début la déroute un peu, même si, j'insiste pour dire, à Borgo, les peines se font, et elles se font jusqu'au bout, ça reste une prison. C'est une prison qui a un fonctionnement qui pouvait un peu au départ la dérouter. Elle trouve ses marques, et après, elle navigue dans cet espace avec une certaine allégresse. Enfin, elle y trouve vraiment son compte. Et elle arrive à s'imposer, effectivement. Donc dans cette prison, en tout cas dans cette partie-là de la prison, ce sont simplement des prisonniers corses, ouais. C'est cela, qui vivent avec des cellules ouvertes, où il y a un échange presque de vie quotidienne, même si c'est difficile de le dire comme ça, entre les prisonniers et les surveillants.
Ouais, la prison de Borgo, elle a effectivement ce régime ouvert qui permet aux détenus de circuler pendant toute la journée, de cellule en cellule, et puis ils ont quelques espaces communs. Là, cette unité, cette homogénéité des détenus, puisqu'ils sont tous corses et uniquement corses, qui est unique. Et puis, au-delà de tout ça, il y règne surtout une atmosphère qu'il n'y a pas dans les autres prisons. Il n'y a pas de hurlement, les gens ne crient pas, les gens tutoient les surveillants. Il y a quelque chose d'apparemment très policé. Il y a cette fameuse paix des braves qui réunit autour de laquelle les détenus, qui est une sorte d'accord tacite que partagent les détenus, qui consiste à dire nos rivalités, on les laisse entre parenthèses le temps de la détention. Donc il règne dans cette prison comme ça une atmosphère qu'il n'y a pas ailleurs. Et ça m'intéressait parce que la Corse, au sein de l'administration française, elle a un statut spécifique. Cette prison, dans l'univers carcéral français, elle détonne aussi. Alors, ce qui est intéressant avec ce film, Stéphane Demoustier, c'est que c'est un film à plusieurs facettes. C'est pas véritablement un film sur la Corse et sur la mafia corse qu'on peut imaginer. Alors, on peut penser à la série Mafiosa ou encore au film de Thierry de Peretti. C'est pas non plus seulement un film policier, même s'il commence par effectivement cet assassinat, l'enquête qui est présente dans le film. On suit effectivement la vie de ces enquêteurs et de ce commissariat. Mais c'est aussi un film sur la prison, on vient d'en parler, et sur ce milieu carcéral particulier en Corse. Là, c'était quoi votre démarche? L'idée, c'était de s'amuser, de brouiller les frontières entre les différents genres? Ou la réalité est complexe, et du coup, le film est aussi complexe? Un peu tout ça. Moi, j'aime le genre, j'adore les polars, mais évidemment, ça m'intéressait de faire autre chose qu'un polar. J'aime aussi les films sociaux, mais je voulais pas non plus m'enfermer dans le genre film dans ce genre-là. Donc... je me sers volontiers, avec grand plaisir, de tous les codes du polar, mais j'essaye de faire un film qui parle du monde dans lequel on vit. Et puis, j'essaie de faire un film dans lequel, je l'ai dit tout à l'heure, on explore vraiment l'intimité d'un personnage. Donc, c'est aussi ce portrait d'une femme qui est ancrée dans une réalité sociale bien précise. C'est toutes ces choses-là en même temps, et ça me permettait, moi aussi, de marier les genres cinématographiques. Et ça, c'est comme réalisateur, c'est un grand plaisir. On a ces policiers, on a vraiment deux choses. On a d'un côté les policiers qui mènent leur enquête, et de l'autre côté, on suit le personnage d'Afsia Herzi, de Mélissa, qui est jouée par Afsia Herzi, qui arrive en Corse et voilà. Et l'enquête des policiers, c'était très amusant à faire, puisque c'est une enquête qui ressemble pas en fait à ce qu'on voit habituellement dans les films, mais qui ressemble probablement à ce qui se passe dans pas mal de commissariats. Donc on les voit qui se heurtent à des images de vidéosurveillance qui souvent sont pas exploitables. Il y a presque une dimension comique là-dedans. Ils ont d'autres codes de jeu aussi, et je pouvais me le permettre parce que c'est des continentaux. Tous les postes institutionnels, ils sont occupés par des continentaux en Corse en immense majorité. C'est pour ça qu'il y a Florence Arequaille en directrice de prison. C'est pour ça qu'il y a Michel Faux et Pablo Poli en commissaire. Donc ça peut aussi être d'autres codes de jeu parce qu'ils sont dans une autre réalité presque spatio-temporelle que les administrés avec lesquels ils travaillent. Donc moi, ça m'amusait beaucoup. Et puis de questionner qu'est-ce que c'est une image de vidéosurveillance par rapport aux images qu'on a par ailleurs en caméra subjective ou en tout cas qui suivent les mouvements et l'énergie du personnage d'Afsia, de Mélissa. Inévitablement, ça pose aussi des questions. Alors, sur qu'est-ce que c'est une image, le statut d'une image, etc. Vous avez travaillé avec un avocat des nationalistes qui a été votre conseiller sur ce film, qui s'appelle Pascal Garbarini. Quel conseil il vous a donné? Quelles questions vous lui avez posées? À quel point c'était nécessaire d'avoir ce conseil pour faire un film juste? C'était ça votre inquiétude? Pascal Garbarini, il a été pour moi un collaborateur hyper précieux, parce qu'il connaît très bien la Corse et parce qu'il connaît aussi bien, en raison de son métier, le monde carcéral. Moi, ce que je voulais, c'était, je l'ai dit tout à l'heure, montrer autre chose que la carte postale et dépasser les clichés. Les clichés, ils existent, on en est tous otages, mais il fallait pas que le film arrive à un cliché. On pouvait à la rigueur partir d'un cliché. Et pour ça, j'avais besoin d'entendre d'entendre des Corses, de parler avec des Corses. Donc, Pascal Garbarini a joué son rôle pour ça, mais il y a un des types qui joue un des surveillants pénitentiaires, il travaille à Borgo. Les acteurs qui jouent dans le film, tous les Corses qui jouent dans le film, à deux exceptions près, n'avaient jamais joué. Et c'est un casting sauvage. Donc c'est des gens qui ont évidemment... qui habitent sur cette île et avec lesquels j'ai beaucoup échangé, parce que la démarche du film, c'était ça aussi. Le plaisir qu'on a à faire un film, c'est découvrir un monde, découvrir un territoire, parfois découvrir un univers, là c'est cette prison, mais c'est aussi découvrir les gens qui habitent ce territoire. Et moi j'avais envie de faire le film avec ces Corses, mais j'avais envie de dépasser évidemment mes idées reçues, et puis de me donner l'espace pour les regarder et les capter tels qu'ils sont. C'est ça qui m'excitait, il était là le projet.
Ça pose aussi des questions, faire un film, Stéphane Demoustier. J'imagine que celui-ci vous en a posé plein, mais il y a notamment ce personnage d'Afsia Herzi dont on parle depuis le début, qui est Mélissa, ce portrait de cette jeune femme qui est donc cette madone qui arrive avec sa façon d'être surveillante pénitentiaire d'abord. Elle respecte les règles et puis au fur et à mesure, elle va les contourner parce qu'elle en a besoin. Elle est dans une sorte de rapport aussi particulier avec ses prisonniers jusqu'à ce moment, vous l'avez dit, ce glissement, ce basculement, je ne sais pas comment on peut le dire. Elle est confrontée à une crise, elle n'arrive pas à s'intégrer dans cette île. Elle et son mari sont victimes de racisme. Et puis, ce jeune détenu, Saverio, qu'elle connaissait un petit peu avant, va l'aider. Et donc, elle va être redevable. Ouais. Ça, c'est aussi le travail avec Pascal Garbarini qui m'a montré comment une manipulation se met en place. Et le premier principe, c'est de rendre quelqu'un redevable de quelqu'un d'autre. À partir du moment où vous avez une dette, vous devenez dépendant. Et j'ai voulu montrer la manière un peu pernicieuse dont ça se met en place. C'est-à-dire que elle l'a pas vu venir et pourtant, ça y est, elle devient redevable de quelqu'un. Je dois dire, là, vous avez évoqué Louis Mémy, qui joue le rôle de Saverio, qui est un peu celui par lequel la manipulation va s'orchestrer. Il est tout jeune. Quand on a tourné, il avait 21 ans. J'avais imaginé le rôle en pensant à quelqu'un de beaucoup plus âgé. C'est en faisant le casting avec Julia Lyon que j'ai découvert ce garçon. Et je trouve, là aussi, ça dépasse certains préjugés qu'on pouvait avoir. Non, c'est pas un mafieux avec une tête de mafieux, soit effrayante, soit ce charme que le cinéma aime à donner aussi aux mafieux, parce qu'il y a toute une fantasmagorie de ce monde-là. Là, non, c'est quelqu'un de tout jeune, avec un visage angélique, une certaine innocence même, mais qui va aussi pouvoir se montrer sous un autre jour, et ça nous surprend d'autant plus. Et j'aimais bien ça. J'aimais montrer aussi que la relation entre Mélissa, qui est jouée par Afsia, et lui, c'est pas une relation de séduction classique, elle est plus complexe que ça, ils se protègent mutuellement l'un l'autre. On a du mal à décrypter ce lien et pourtant on constate qu'il est là. Et vous avez raison, le personnage d'Afsia, à un moment, il va se mettre à la faute ou va faire des entorses à la règle, mais elle est tout le temps dans des conflits de loyauté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très loyal, elle veut aussi rester loyale vis-à-vis de certains détenus dont elle se sent redevable et avec lesquels elle s'entend bien. Et ces dilemmes-là, ils m'intéressaient beaucoup. C'est vraiment des conflits moraux. Oui, c'est des questions qu'on peut se poser aussi. On se met à sa place. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Comment on bascule de cette vie quotidienne à la vie de criminel sans qu'on s'en rende compte, en fait? Ouais, voilà. Moi, je voulais qu'à chaque étape, je voulais me dire j'aurais pu faire comme elle. Évidemment, rétrospectivement, on ne peut pas lui donner raison, mais on comprend ses raisons. Et je voulais me dire j'aurais pu faire comme elle à chaque moment. Et pour moi, c'était essentiel. Je ne crois pas dans la figure du monstre. Voilà, les monstres, c'est très très rare. Les gens qui commettent des méfaits, ils n'ont pas conscience ou ils le font pas volontairement, ils le font pas ouvertement. Ou c'est très très rare. En revanche, on peut tous glisser, basculer, s'égarer. Et l'art, c'est ça aussi, c'est de rendre familier des êtres qui nous semblent pourtant si loin. Qu'est-ce qui nous fait basculer? Qu'est-ce qui nous fait glisser? C'est un moment de crise, quelque chose qui vient? En fait, je pense que... moi, je questionne ça. Mon film, il le questionne puisqu'il donne des réponses, mais je pense qu'on bascule pour plusieurs raisons, en fait. Et il y a des raisons intimes, il y a des raisons... parfois sociales aussi. Là, on voit bien, je pense que l'argent peut jouer, mais ça suffit pas. Sa situation familiale peut jouer, mais ça suffit pas. Son attirance et même sa fascination pour le grand banditisme peut jouer aussi, mais ça suffit pas à expliquer. Mais toutes ces raisons, elles s'entremêlent, et c'est ce maillage-là que je voulais explorer. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbois. Pourquoi j'ai voulu être metteur en scène? C'est difficile de répondre à une question comme ça. Je pense que c'est un désir très, très ancien d'abord. C'est un désir d'enfant. Et c'est un désir d'expression, enfin un besoin d'expression. Et le cinéma est un moyen d'expression. Et c'est un moyen que je trouve, moi, qui me fascine parce qu'il est difficile. C'est très difficile de faire le cinéma. Enfin, j'ai été cinéphile, je sais pas, quand j'étais étudiant en philosophie, je voyais beaucoup de films, je lisais beaucoup, et maintenant c'est terminé. C'est
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est passé et je ne suis plus du tout cinéphile. Et pour moi, les cinéphiles, ce sont des extraterrestres. Et la raison, je pense que c'est parce que je pense qu'un cinéaste, c'est quelqu'un qui doit avant tout vivre en dehors du cinéma. Pour venir au cinéma. Moi, je finis au cinéma, mais sinon, toute ma vie, elle est là, je veux dire, elle est dans l'existence, elle est sûrement pas dans le cinéma. Je ne me repais pas de films de cinéma, je ne vis pas du tout là-dedans. La voix du réalisateur Bruno Dumont en 1999 dans un entretien avec Mike Jake. Stéphane de Moustier, vous êtes un extraterrestre, vous continuez d'être un cinéphile aujourd'hui ? Oui, moi j'ai fait des films parce que j'étais un spectateur de cinéma. J'ai fait des films même parce que j'aime aller en salle de cinéma. Ma cinéphilie, elle est associée au moment où je me suis installé à Paris et où j'ai découvert le plaisir d'être en salle et de voir des films en salle. Je dois dire que l'humanité de Bruno Dumont a eu un rôle décisif dans ma cinéphilie. Ça a été un choc. C'était en voyant l'humanité de Bruno Dumont où j'ai passé un mauvais moment. Ça m'a heurté, mais j'ai constaté qu'un film pouvait avoir cette puissance-là, et à partir de là, je suis devenu cinéphile et je me suis mis à manger les rétrospectives, etc., avec appétit. Et aujourd'hui, j'ai toujours besoin de voir des films, et je vois à la fois ce qui sort, alors moins qu'à une époque peut-être où je voyais tout, et je vois aussi des films de patrimoine régulièrement, et en salle quasiment, enfin énormément en tout cas. L'Humanité, film donc de Bruno Dumont de 1999. Vous le découvrez au Festival de Cannes. C'est le ciné-club de HEC, l'école de commerce où vous êtes à l'époque, qui vous y emmène. Parfait, ouais. Non, mais cette formation a au moins servi à cela, vous faire découvrir ce film. Stéphane de Moustier, on parle d'émotions, de choc. Quelles émotions ? Qu'est-ce que vous ressentez dans cette salle face à ce film ? En fait, je pensais qu'il n'y avait que les livres qui pouvaient faire ça, c'est-à-dire laisser une telle trace. Je pense que mon choc, c'était aussi de ne pas tout comprendre et que le film me laisse avec énormément de questionnements, mais des questionnements profonds sur la nature humaine, sur l'existence. Et j'avais l'impression qu'on pouvait avoir cette puissance-là uniquement dans les grandes œuvres littéraires qui ont une certaine épaisseur, etc., pas avec le cinéma. Après, Dumont... c'est un très très grand réalisateur qui, je pense, s'intéresse beaucoup à des personnages mystérieux aussi, qui laissent ces espaces-là, et c'est ce qui me plaît dans les films. J'aime les films qui laissent une grande place quand même aux spectateurs, et c'est ce que j'essaye de faire aussi moi quand je fais un film, c'est de pas asséner des vérités, mais plutôt d'ouvrir des horizons de questionnement. Alors, vous avez pris ce rôle aujourd'hui de metteur en scène, de réalisateur, mais dans votre parcours, alors je ne vais pas revenir sur HEC bien sûr, mais vous avez mis en avant l'amour des acteurs. Et ça, on le sent. Vous avez tout à l'heure, en parlant de Borgo, cité le casting, l'importance du choix des personnages, de ceux qui vont incarner effectivement les personnages que vous avez inventés. Et donc, vous prenez des cours de théâtre au début. Avec quelle volonté ? Pas celle de vouloir devenir acteur, pourtant. Non, mais je pense que tout ça était assez désordonné. Et je pense que je fais aussi une sorte de crise d'adolescence à retardement. J'avais fait des études, j'avais fait HEC et Sciences Po, vous l'avez dit. Et après, j'étais assez démuni parce que je ne savais pas quoi faire. Mon seul plaisir, c'était de voir des films. Donc, j'ai fait des métiers qui me permettaient de voir des films ou de lire, mais j'avais aucun projet. Donc, j'ai été veilleur de nuit, j'ai été loueur de vidéocassettes. Voilà, je faisais des choses qui étaient dépourvues de toute logique professionnelle. Et à un moment donné, je me suis dit, ce serait magnifique de travailler dans le métier que tu aimes, donc dans le cinéma. Et d'abord, j'ai travaillé plutôt dans des métiers en rapport avec la fabrication des films, la production, la régie, etc. Et après, je me suis mis à réaliser. Je pense que ce qui est magnifique au cinéma, c'est que c'est un art impur. C'est un art qui est à la rencontre de plein d'autres disciplines. On a tout le temps des collaborateurs qui nous rendent plus intelligents que ce qu'on est. Il faut évidemment savoir les choisir et travailler avec eux. Mais on peut ne pas être ni un technicien, ni un spécialiste de quoi que ce soit et être réalisateur. C'est une histoire de regard, de désir et de porte d'entrée. Moi, j'étais plutôt à l'aise avec l'écriture, j'aime bien ce temps d'écriture, mais j'étais surtout à l'aise avec les comédiens. J'adore les acteurs et je crois que j'aime les suivre de film en film. Je pense que j'arrive un peu à leur parler, enfin je cherche en tout cas avec chaque acteur, j'ai pas de méthode, mais j'essaie de comprendre comment leur parler. Et ma toute petite expérience d'avoir fait un tout petit peu de théâtre, j'étais un piètre acteur, me sert quand même à ça, c'est que j'ai déjà éprouvé ce que c'est l'inconfort parfois d'être dirigé ou d'être mal dirigé.
Et j'essaie de l'avoir en mémoire quand même quand je suis sur un plateau avec des acteurs. J'ai conscience que c'est très brutal comme situation et qui sont l'acteur est mis dans une situation qui le vulnérabilise en fait et donc j'essaye d'atténuer ça et je suis sensible à ça et c'est peut-être pour ça aussi que j'aime les acteurs et qui m'émeuvent quoi, qui me touchent. C'est quoi le rôle du réalisateur? C'est justement celui qui impose tout à tout le monde sur un plateau de tournage. C'est celui qui est censé tout diriger, qui est censé voir, qui est censé donner... Voilà. Vous, ce rôle-là, comment vous l'abordez? Moi, je me dis que j'ai un projet de film qui est lié à des raisons intimes et donc qui donne une direction et qui donne une vision. Et qu'après, moi, je m'efforce de faire feu de tout bois et de prendre tout ce que les uns et les autres peuvent me donner pour me rendre, pour améliorer le film. Le film devient le cœur d'un projet commun, effectivement, que je dirige, mais je le dirige plutôt en accueillant ce que chacun va pouvoir me donner. Et en triant là-dedans, je pense que le grand talent du réalisateur, c'est ça aussi, c'est de savoir trier les propositions qui sont bonnes et celles qui ne le sont pas. Mais moi, heureusement que j'ai des acteurs ou des gens avec qui je travaille qui me donnent des idées que j'aurais peut-être pas eues et qui ne rendent les choses tout le temps que meilleures, quoi. On dit souvent le cinéma, c'est un art, c'est aussi une industrie. Vous choisissez entre les deux. Comment vous vous positionnez? Vous êtes l'artiste ou vous êtes le patron de cette industrie à ce moment-là, au moment de la réalisation? Mais moi, j'adore que ce soit les deux. Et je pense que c'est nécessairement les deux. Et je pense que même les plus grands artistes sont aussi des gens qui ont une conscience aiguë de la réalité économique des films. Vous prenez des réalisateurs qui sont des artistes ultimes, en fait, souvent ils connaissent leur plan de financement ou leur devis de film sur le bout des ongles, parce que les questions économiques sont des questions artistiques, c'est des choix, c'est où on met les priorités. Voilà, donc moi j'aime bien que ce soit les deux. En fait, j'aime bien le cinéma. J'aime bien qu'il ait les deux et je pense qu'il faut surtout pas s'enfermer dans une posture de réalisateur ni avoir une vision cynique qui considérerait qu'à faire des entrées, j'en serais bien incapable de toutes les façons. Donc voilà, c'est ce mélange qui m'excite et moi j'aime bien aussi tous les temps de la fabrication d'un film. J'adore qu'on passe de la solitude de l'écriture à l'effervescence du tournage, puis de nouveau l'intimité de la salle de montage et puis après hop, il y a le moment où on présente le film au public. C'est aussi ça la richesse du cinéma. Je disais tout à l'heure, c'est un art impur, donc c'est un art avec tout ce que ça a d'exigeant, de sublime, mais impur aussi parce qu'il a une dimension économique qu'on ne peut pas nier. Faire des films, ça coûte de l'argent, donc il faut faire des choix. Nous, par exemple, on n'avait pas accès à une vraie prison, c'était impossible, on n'avait pas assez d'argent pour faire un studio, donc on a pris une prison désaffectée, elle était à Compiègne. On a fait venir les Corses à Compiègne, c'était une aberration économique. Ça n'avait aucun sens, mais il était hors de question que cette prison, elle soit avec des gens qui feraient les faux Corses ou avec des Corses de Paris, parce que on n'est pas les mêmes selon le territoire dans lequel on vit, on grandit, on ne s'exprime pas de la même manière, on parle pas la même langue, etc. Donc je voulais qu'il soit là. Ça coûtait de l'argent, ça impliquait de faire d'autres sacrifices, mais c'est un impératif artistique. Et voilà, c'est les contraintes économiques, elles nous stimulent aussi. Avance sur la balle. Allez. Ne recule pas. Voilà, ça c'est bien, ça. Bravo, ça c'est ce qu'on cherche. Allez, encore. Ça c'est bien, Hugo, c'est bien, ça. Allez, on y va. Les dernières, allez. Avance. C'est bien. C'est bien. Tu dois toujours chercher à avancer pour gagner du terrain. C'est comme ça le tennis moderne. Regarde bien les grands joueurs. Ils ont quelque chose d'animal. Ils défendent leur territoire. Tu comprends? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Je range mon sac. Je me suis dit que c'était fini? Non. Alors pour terminer, tu vas faire une série de 50 coups droits, 50 revers, croisés, long de ligne. Allez. Le talent et la répétition. Il n'y a pas 12 manières de faire un champion. Et n'oublie pas, si tu n'avances pas, c'est l'autre qui le fera à ta place. Mets-toi ça dans la tête. Un extrait, Stéphane Demoustier, de votre premier film, Terre battue, donc sorti en 2014, qui avait été programmé à la Mostra de Venise. Il n'y a pas 12 manières de faire un champion. Ça vous rappelle aussi des choses que vous avez entendues plus jeune, ce genre de phrases, ce genre de mantra, de compétition, de compétiteur pour forger justement un champion. Vous vouliez devenir champion de tennis.
Ouais, j'ai beaucoup joué jeune. Après, il y a des choses que je réprouve totalement dans ce qu'il dit, qui sont absolument excessives, etc. Puis il y a des choses aussi qui sont justes. Le talent et la répétition. En gros, ce qu'il dit, c'est que tout se travaille. Et moi, je crois beaucoup dans le travail. Je crois assez peu dans mon talent, à vrai dire, mais je crois beaucoup dans mon travail et le fait de se remettre à l'ouvrage et d'être régulier à la tâche. Et je pense que c'est comme ça qu'on finit par aussi être inspiré. Et je ne crois pas dans le talent ex nihilo, en fait. Dans quelle mesure cette idée d'avoir été forgé par ce sport, par cet état d'esprit aussi, ça influe justement aujourd'hui votre travail de réalisateur encore, ou est-ce qu'il y a encore des choses qui vous reviennent de temps en temps, ou est-ce que c'est des voix qui sont totalement différentes? Non, c'est quand même des voix qui sont très différentes, mais ça m'a quand même constitué. Tout à l'heure, je parlais de l'intensité du tournage. Je pense que l'intensité du tournage, elle m'a percuté parce que elle faisait écho à l'intensité que j'avais connue dans ce que j'avais entreaperçu du tennis de haut niveau. Quand j'étais petit, j'avais 12 ans, donc c'est jusqu'à l'âge de 12 ans ou 13 ans que j'ai joué au tennis de manière très très intensive. Mais c'est vrai que ça avait été un moment tellement fort de mon enfance que quand j'ai retrouvé cette intensité-là en réalisant, c'était marquant. Après, moi, j'adore le sport. J'ai deux passions, c'est le sport et le cinéma. Et j'aime beaucoup la figure de l'entraîneur. C'est une figure qui me passionne parce qu'il est là pour fédérer des gens. Il est là pour et là, il y a quelques points communs avec le réalisateur. Alors, on peut être un entraîneur qui hurle, qui impose, qui veut aussi faire, mais on peut aussi être un entraîneur qui compose. Enfin, je trouve ça magnifique quand je vois des entraîneurs qui réussissent à sublimer un groupe et à révéler des gens. Et là, on peut faire des ponts, même si ça reste très différent parce que le cinéma, c'est pas une compétition et que l'art, il se situe sur un autre plan. J'ai envie de revenir à votre rapport à la réalité. Avant de faire ce premier long métrage, vous aviez réalisé un documentaire sur des joueurs de tennis, justement, qui participaient à un championnat de France auquel participent tous les joueurs de tennis de 11 ans à ce moment-là. Et c'est là où vous rencontrez ce jeune joueur qui s'appelle Charles Mérienne et qui jouera ensuite dans votre film. Vous aviez besoin justement de ressentir à nouveau ce qu'était une compétition, un match de tennis, l'état d'esprit dans lequel est le jeune joueur à ce moment-là. Ça, c'était quelque chose qui vous nourrit à ce moment-là? Mais en fait, j'avais le projet évidemment de faire ce long métrage, mais j'avais le souvenir, moi, pour avoir fait le championnat de France, et j'avais un souvenir, mais je voulais confronter mes souvenirs à la réalité de ce qu'était, au moment où j'allais faire le film, en fait, ces compétitions-là. Je voulais voir si mes souvenirs correspondaient à ce que j'allais voir de nouveau, etc. Et après, il y a un truc qui pouvait pas se tricher, c'était les jeunes joueurs de tennis. Ils ont quelque chose dans le corps qui est ancré. Je pouvais pas prendre un enfant acteur. J'avais eu ce projet-là à un moment donné, mais en fait, il y avait une vérité qui émanait de ceux qui jouent au tennis et qui jouent au tennis depuis qu'ils ont 4 ans, 5 ans, tous les jours. Qu'on ne pouvait pas refabriquer. On ne peut pas tout fabriquer au cinéma. Donc, il fallait que je m'appuie sur quelqu'un qui avait déjà ça en lui, qui avait déjà ça dans son corps et même dans sa tête. Ces jeunes enfants, ils ont aussi une habitude du travail, de l'effort. Ils ont une capacité, une endurance aussi. Autant de qualités qui, je savais, devaient être des qualités du personnage et qui allaient être aussi des qualités pour faire le film en tant que jeune acteur. Donc, voilà, pour toutes ces raisons-là, je suis allé puiser chez un jeune joueur. Alors, c'est un film qui raconte l'histoire vraie d'un père d'un joueur de tennis qui a empoisonné les adversaires de son fils pour lui assurer la victoire. Là encore, on retrouve ce glissement, ce basculement. À quel moment est-ce que le fait de vouloir gagner, vouloir avoir peur de ne pas être ce champion qu'on nous demande d'être, qu'on nous pousse à être? Non, mais moi, j'aime qu'un film, il interroge le monde dans lequel on vit. Et c'est vrai que moi, ce qui m'interpellait, c'était qu'on est dans une société de l'hyper-concurrence, on est dans une société de l'excellence, on est dans une société où on salue en permanence les vainqueurs. Et il y a quelque chose d'immensément brutal là-dedans, de parfois très injuste, et qui peut aussi se révéler nocif. Donc voilà, je voulais explorer tout ça, alors qu'au départ, le sport, c'est le partage, c'est le dépassement de soi, c'est plein de valeurs qu'on connaît tous, mais en fait, la compétition et l'ultra-compétition, c'est encore autre chose. Et qui a écho, je trouve, avec le monde dans lequel on vit, avec la société qu'on connaît, et je voulais montrer ces résonances. Dans les films que vous faites, qu'est-ce que vous souhaitez justement, Stéphane Demoustier, qu'on
qu'on retienne? Qu'est-ce que vous voulez qu'on ressente quand on vient dans une salle de cinéma voir l'un de vos films? C'est difficile de répondre à cette question, mais moi j'aime bien les films qui augmentent le spectre de notre vision. Alors c'est très prétentieux de dire ça, mais bon, il faut regarder vers le haut. Et le cinéma permet ça. C'est-à-dire que le cinéma, il nous permet, grâce à des formes qui peuvent être très novatrices, ou en tout cas qui changent des formes plus courantes qu'on a l'habitude de voir, il permet de rediscuter notre rapport au réel, il permet de mettre les choses dans une autre perspective, il permet de s'inscrire dans d'autres temporalités aussi, ce qui nous change du tumulte quotidien, y compris médiatique, ininterrompu. Et ça nous permet d'en savoir plus sur le monde dans lequel on vit et sur nous-mêmes. Donc voilà, elle est là l'ambition de tout film. Et quand je fais des films, modestement, ma petite pierre, c'est d'essayer de participer à ça. On s'approche de la fin de cette émission, Stéphane Demoustier. Merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture. Je rappelle que votre film Borgo sort en salle aujourd'hui, avec notamment Afsia Herzi, Moussa Mansali, Louis Mény, Florence Loirecaille et bien d'autres. La musique de Philippe Sard. Voilà, il faut citer tout le monde. Malheureusement, j'ai pas le temps. On va terminer en musique, justement. Stéphane Demoustier, on a sélectionné 2 chansons en référence à des films. Soit quelqu'un qui vous a inspiré, c'est Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda. Soit une musique issue de votre dernier film Borgo. Agnès Varda ou Borgo? Oh bah là, je vais pas résister au plaisir d'écouter une musique d'Agnès Varda. J'adore la musique de Borgo, mais ma fille s'appelle Cléo, alors s'il vous plaît, faites-moi ce plaisir. Toutes portes ouvertes en plein courant d'air. Je suis une maison vide sans toi, sans toi, comme une île déserte que recouvre la mer. Mes plages se dévident sans toi, sans toi. Belle en pure perte, nue au cœur de l'hiver. Je suis un corps avide, sans toi, sans toi. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Vous souriez, Stéphane Demoustier, c'est que ça doit être le cas. Sans toi, donc dans Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda pour terminer cette émission. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre film Borgo. Dans cette émission préparée par Aïssa Toundoy, Anaïs Lisbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. C'est Daphné Leblond qui réalise cette émission et à la prise de son, Noé Chaban. À demain.